Quand on parle de Senseiya, la première image qui nous vient en tête, ce sont ces 5 visages familiers. Seiya de Pégase, Shiryu du Dragon, Yoga du Cygne, Shun d'Andromède et Ikki du Phénix. 5 chevaliers de bronze devenus des icônes. Et pourtant, il existe d'autres chevaliers, d'autres figures qui, un temps, ont semblé pouvoir rivaliser avec eux. Des personnages qui, dans les premières pages du manga ou dans les premiers épisodes de l'anime, laissaient entrevoir un potentiel tout aussi éclatant. Parmi eux, Jabu de la Licorne occupe une place toute particulière. Dès les premières scènes, Jabu s'impose comme une figure forte, orphelin formé par la fondation Grade. Lui aussi est revenu victorieux de son épreuve initiatique. Détenteur de l'armure de la Licorne, il incarne ce rival classique des récits shonen, fier, compétitif, parfois arrogant, mais toujours animé par un sens de l'honneur indéniable. Et pourtant, très vite, Jabu disparaît, relégué au second plan, écarté des grandes batailles, oublié par le récit, à tel point que pour de nombreux fans, son nom évoque à peine un souvenir flou, une silhouette aperçue à l'arrière-plan, un chevalier qui n'a jamais réellement brillé. Mais alors, que s'est-il passé ? Pourquoi ce personnage introduit avec autant d'assurance n'a-t-il pas eu le droit à une trajectoire à la hauteur de ses débuts ? Dans cette vidéo, on va explorer en profondeur le parcours de Jabu, comprendre son rôle initial, analyser les raisons de sa disparition, mais aussi saluer ses quelques moments de grâce. On parlera bien sûr de l'œuvre originale, mais aussi de ses adaptations modernes qui ont parfois tenté de lui redonner une place méritée. Car derrière l'image du personnage oublié entre guillemets, Jabu est aussi le symbole de ces figures sacrifiées au fil des impératifs narratifs, mais qui continuent malgré tout de hanter l'imaginaire des fans. Bienvenue dans cette analyse consacrée à Jabu de la Licorne, le rival oublié de Senseiya. Pour bien comprendre la place qu'occupait Jabu à ses débuts, il faut d'abord replacer Senseiya dans son contexte. Nous sommes fin 1985 et Masami Kurumada n'en est pas à son coup d'essai. Il s'est déjà illustré avec Ring Nikakero, une œuvre marquante qui posait les bases d'une formule qu'il perfectionnera dans Senseiya. Des tournois spectaculaires, des affrontements épiques et surtout des rivalités masculines intenses, presque chevaleresques. Car dans le shonen Neketsu, la figure du rival est une mécanique essentielle. Elle permet au héros de se surpasser, de s'affirmer, de mûrir. Dans Ring Nikakero, cette dynamique est parfaitement incarnée par le duel entre Ryuji Takane, le perso principal, et Jun Kenzaki, son rival. Jun n'est pas un antagoniste maléfique, c'est un alter ego, un miroir, qui pousse le héros dans ses retranchements, tout en conservant une forme de respect mutuel. C'est une rivalité noble, fondée sur une émulation plutôt que sur l'opposition destructrice. Cette recette a marqué les esprits et elle deviendra un modèle pour de nombreux mangaka par la suite. On la retrouve entre Goku et Vegeta dans Dragon Ball, entre Naruto et Sasuke, et j'en passe. C'est donc sans surprise que Kurumada introduit une dynamique similaire dès les premières pages de Senseiya. Le contexte est parfait, une centaine d'orphelins dispersés à travers le monde pour s'entraîner et revenir décrocher une armure sacrée. Tous ont suivi un parcours similaire, tous ont été forgés dans l'adversité, et lorsqu'ils reviennent au Japon, c'est pour s'affronter lors du Galaxian Wars, un tournoi organisé par la fondation Grade pour désigner le plus digne chevalier. Au sein de ces jeunes combattants, Jabu de la Licorne s'impose immédiatement comme le rival naturel de Seiya. Leur opposition est posée très tôt, dès leur retour au Japon, avec une rivalité teintée d'arrogance et de provocation. Jabu méprise la désinvolture de Seiya qu'il considère comme indigne de l'armure de Pégase. Il affiche une attitude de leader. Leurs échanges sont tendus, piquants. Tous les éléments sont donc réunis. Narrativement, Jabu occupe la position parfaite pour devenir ce rival récurrent qui va pousser Seiya à s'élever. Symboliquement, il incarne cette figure de l'orphelin méritant, forgé par l'épreuve et persuadé de sa propre valeur. Et thématiquement, il prolonge cette tradition chère à Kurumada. Celle du rival noble, ni méchant, ni maléfique, mais tout simplement persuadé d'être le meilleur. À ce stade, tout laissera penser que Jabu sera un pilier du récit, un antagoniste régulier, un compagnon d'armes ambigu, un moteur narratif durable. Mais la suite nous montrera que le destin lui réserve une place beaucoup plus discrète. Lorsqu'on s'arrête un instant sur Jabu, on réalise que le personnage avait tout pour s'imposer comme un chevalier de premier plan. D'abord sur le plan visuel, son armure de la licorne attire immédiatement l'œil. La licorne est une créature mythologique, symbolisant à la fois pureté et combativité, qui sied parfaitement à Jabu. Elle suggère un personnage à la fois fier, indomptable, mais aussi guidé par un idéal. Contrairement à Seiya, qui a dû partir en Grèce presque par contrainte, Jabu semble avoir embrassé son destin avec fierté, revenant non seulement avec une armure, mais aussi avec une conviction, celle d'être le plus apte à porter les espoirs de la Fondation Grade.
Ses capacités de combat, bien que peu développées à l'écran, laissent aussi entrevoir un beau potentiel. Son attaque signature, le galop de la licorne, est une charge frontale d'une grande puissance. Certes, dans le duel contre Shun, cette technique sera neutralisée de manière spectaculaire, mais cela tient davantage à la mise en avant de Shun qu'à une faiblesse intrinsèque de Jabu. Jabu de la licorne avait tout, le charisme visuel, l'aura narrative, les capacités martiales et la densité symbolique pour devenir un rival récurrent, complexe et marquant. Il s'inscrivait parfaitement dans cette tradition de Masami Kurumada, celle du rival noble. Et dans les premiers épisodes, tout semblait indiquer qu'il suivrait cette trajectoire. Mais très rapidement, le récit va basculer et Jabu va sombrer. Alors, pourquoi Jabu, qui semblait si bien parti, disparaît-il aussi rapidement du devant de la scène? Pour répondre à cette question, il faut plonger dans la construction narrative de Senseiya, et surtout dans les choix de Masami Kurumada au moment de développer son histoire. Dès les premiers arcs, on comprend que Kurumada va rapidement délaisser la structure du tournoi, pourtant typique de ses œuvres précédentes, au profit d'une épopée chevaleresque beaucoup plus vaste. Très vite, l'intrigue quitte le cadre du Galaxian Wars pour se concentrer sur la protection de Athéna, puis sur l'affrontement contre des chevaliers d'argent et surtout la mythique bataille du sanctuaire contre les chevaliers d'or. Ce virage narratif redistribue totalement les cartes. Le récit n'est plus centré uniquement sur des rivalités internes entre chevaliers, mais sur l'alliance d'un noyau dur de héros, confrontés ensemble à des ennemis bien plus puissants. Dans cette nouvelle dynamique, les chevaliers de bronze secondaires Jabu en tête n'ont tout simplement plus leur place. Kurumada resserre son récit sur 5 figures centrales, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki. Chacun représente un archétype complémentaire, chacun dispose d'un background et d'une personnalité propre. Le problème pour Jabu, c'est qu'il n'est pas indispensable dans ce schéma. Seiya n'a pas besoin d'un rival direct, ses adversaires sont désormais les chevaliers d'argent puis d'or, des ennemis bien supérieurs. De plus, au sein du groupe de héros, c'est Ikki du Phénix qui occupe finalement cette place de figure ambivalente, puissant, indépendant, parfois antagoniste, mais toujours allié quand l'heure est grave. En quelque sorte, Ikki entre guillemets vole le rôle que Jabu aurait pu jouer, mais avec un charisme bien plus marquant. Narrativement, le choix de Kurumada est compréhensible. Pour maintenir une tension dramatique et une dynamique de groupe équilibrée, il fallait faire des choix. Les chevaliers secondaires dont Jabu sont donc relégués au rang de figurants honorables, qui apparaissent ponctuellement, mais n'ont plus d'impact réel sur l'histoire. Pourtant, c'est ici que réside une forme de regret profond, car en écartant Jabu, Kurumada a aussi sacrifié l'idée d'un rival structurant pour Seiya. Contrairement à Goku qui trouve Vegeta ou Naruto qui affronte Sasuke, Seiya n'aura jamais de véritable contrepoids permanent. Résultat, Seiya évolue entre guillemets seul, porté uniquement par ses compagnons et son combat pour Athéna. On peut se demander si en conservant Jabu dans un rôle de rival, coriace mais loyal, si la série n'aurait pas gagné en tension et peut-être en profondeur relationnelle. Un Seiya confronté régulièrement à un Jabu sûr de lui, contestataire mais fidèle, aurait permis peut-être d'enrichir son parcours personnel et ses doutes. Au lieu de ça, Jabu disparaît progressivement des radars. Cette mise à l'écart n'est pas unique dans Senseiya, beaucoup de personnages secondaires connaîtront le même sort. Mais dans le cas de Jabu, elle est d'autant plus frustrante qu'elle prive l'œuvre d'une dynamique narrative essentielle, celle du rival durable. Un potentiel gâché, mais pas totalement oublié, car à plusieurs reprises et dans certaines adaptations, Jabu reviendra briller par moments. Malgré sa mise en retrait progressive, Jabu de la licorne n'a jamais totalement disparu du paysage de Senseiya. Certes, il ne fait plus partie du cercle restreint des héros mis en avant, mais Kurumada comme la Toei ont eu l'intelligence ou l'élégance de lui accorder ponctuellement quelques instants de lumière. Jabu est montré à plusieurs reprises protégeant la Terre ou Athéna en l'absence des 5 héros principaux, partis affronter des ennemis redoutables. C'est une forme de mission de garde d'honneur, moins spectaculaire que les affrontements dans le sanctuaire ou autre, mais tout aussi essentielle pour maintenir l'équilibre. Symboliquement, ces apparitions ponctuelles disent quelque chose de très fort. Jabu n'est pas un héros de premier plan, mais c'est un chevalier de l'ombre, un pilier discret de l'ordre d'Athéna. Il incarne ces combattants oubliés qui, sans gloire ni reconnaissance, continuent de défendre leur serment. Et peut-être est-ce précisément cela qui suscite aujourd'hui l'affection d'une partie des fans, car dans un univers où les exploits titanesques de Seiya et ses compagnons volent la vedette, Jabu représente une forme d'humilité chevaleresque. Pourtant, il faudra attendre des années avant qu'une œuvre lui donne un rôle de premier plan. C'est ce qu'a tenté avec plus ou moins de succès
Knight of the Zodiac sorti en 2019. Avec cette adaptation, Saint Seiya connaît un nouveau souffle, véritable relecture moderne de l'histoire originale. Cette série divise immédiatement la communauté, entre choix artistiques discutables, modifications scénaristiques parfois maladroites et une volonté de simplification pour séduire un public plus large. Knight of the Zodiac accumule les critiques. Pourtant, au milieu de ces polémiques, la série réussit un coup que beaucoup d'anciens fans saluent discrètement. Remettre certains personnages secondaires sur le devant de la scène, et Jabu fait partie de ces heureux élus. Dès les premiers épisodes, Jabu de la Licorne est présenté non pas comme un simple figurant, mais comme un véritable protagoniste secondaire avec du texte, des scènes et une personnalité développée, retravaillée avec finesse. Il n'est plus simplement le rival effacé de Seiya, il devient une voix importante au sein du groupe. Narrativement, la série lui offre plusieurs scènes d'action significatives. On le voit s'opposer courageusement aux forces ennemies, défendre Saori avec panache, là où dans l'œuvre originale, il disparaissait presque aussitôt après le tournoi galactique. Ici, il reste présent sur la longueur. Ce choix scénaristique a deux effets majeurs. D'abord, il enrichit la dynamique de groupe avec Jabu plus actif, les interactions sont plus variées, les débats stratégiques plus crédibles. Ensuite, il permet aux nouveaux spectateurs de redécouvrir ce personnage trop longtemps ignoré. Pour les anciens fans, c'est un petit plaisir nostalgique. Voir Jabu enfin traité avec respect, obtenir ses moments de gloire, c'est une sorte de réhabilitation tardive mais méritée. Bien entendu, cela n'efface pas les nombreux défauts de Knight of the Zodiac, mais sur un point précis, la série a su écouter les attentes d'une partie des fans, mettre en valeur ces personnages secondaires qu'on avait trop vite oubliés. Jabu de la Licorne, un nom qui, pour beaucoup de fans de Saint Seiya, évoque une ombre discrète, un éclat fugace du passé, un personnage qui semblait promis au plus haut sommet avant d'être progressivement éclipsé par la lumière de Seiya et de ses compagnons. Pourtant, ce que l'on comprend en revisitant son parcours, c'est que Jabu n'est pas simplement entre guillemets le rival oublié, il est le témoin silencieux d'une époque fondatrice de Saint Seiya, celle où le récit hésitait encore entre le shonen de tournoi et l'épopée mythologique, celle où chaque chevalier de bronze pouvait prétendre à un destin grandiose. Jabu, avec son tempérament fougueux, son orgueil légitime et son sens aigu de l'honneur, portait en lui l'étincelle du rival parfait, prêt à se mesurer à Seiya pour prouver sa force. En cela, il s'inscrivait dans la lignée des grands rivaux du manga, ces personnages qui, par leur opposition saine, poussent le héros à se dépasser. Malheureusement, l'évolution naturelle de Saint Seiya vers des arcs toujours plus ouf, des ennemis toujours plus titanesques, n'a pas laissé de place à cette rivalité chevaleresque. Mais ce que Jabu a perdu en temps d'écran, il l'a gagné en symbolisme. Il est devenu l'incarnation de ces personnages secondaires qu'on n'oublie jamais vraiment, parce qu'ils représentent les possibilités non explorées, les trajectoires inachevées, les camarades discrets qui, même loin de la lumière, continuent de se battre avec foi et loyauté. C'est pour cela que, malgré les années, malgré son absence dans les grandes batailles, Jabu conserve une place particulière dans le cœur des fans, parce qu'il nous rappelle qu'être un héros, ce n'est pas forcément être au centre de l'histoire, c'est tenir sa position, rester fidèle à ses idéaux, répondre présent quand l'heure est grave. Et c'est peut-être pour cela que Knight of the Zodiac, Saint Seiya Omega ou Saint Yasho a su lui redonner vie, parce que au fond le public n'a jamais cessé de l'aimer. Jabu, c'est le chevalier qui ne renonce jamais, même quand on l'oublie. Mais quelque part, dans un coin de notre mémoire de passionné, il y a toujours un chevalier en armure de licorne, qui veille patiemment, prêt à enfourcher son destrier et à galoper à nouveau. Parce que Jabu n'est pas simplement le rival oublié, il est le chevalier inoubliable.